Bienvenue au podcast Au-delà des murs, le show qui a pour but d'inspirer la construction de bâtiments performants et écologiques. Je suis votre co-animateur Philippe. Et je suis votre co-animateur JS. Alors aujourd'hui, on est accompagné de Nicolas Séguin, cofondateur et président de la compagnie Novanviro. Nicolas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous les gars de me recevoir comme ça. Ça fait plaisir, Nicolas. Je ne te connaissais pas avant que Philippe nous introduise. Là, on vient de parler quelques minutes pour faire connaissance ensemble. Mais dis-moi, tu arrives de où, Nicolas? C'est quoi ton parcours à toi? Ben, mon parcours, j'ai fait quand même plusieurs choses. Puis, avant ma carrière, avant de fonder Novanviro, en fait, j'ai travaillé dans le milieu des ventes, j'ai travaillé dans le milieu financier également. J'ai fait un bac en gestion, puis commencé un certificat en énergie renouvelable. Mais après, je me suis rendu compte que le chanvre avait vraiment plein de bonnes vertus. Puis, je m'informais sur le sujet, je voyais que ça pouvait être intéressant. Puis, j'ai découvert qu'en Europe, en fait, on avait des isolants en chanvre. Puis je trouvais que c'était quelque chose de bien à intégrer à la construction. Puis en continuant mes recherches, je me rends compte que la construction, c'est une des industries les plus polluantes au monde. La construction, c'est une des industries les moins organisées également. Puis qu'il y avait un peu un manque, sinon pas d'offres de matériaux écologiques sur le marché. Fait que j'ai continué à pousser mes recherches, puis je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment faire une différence. Puis finalement, en 2018, Naturfibre, qui est le manufacturier des isolants en fibre de chanvre au Québec, le premier en Amérique, a vu le jour. Puis je me suis dit, bon, ben on a un produit fini enfin à prendre puis à mettre de l'avant. Donc c'est là qu'est venue l'idée de mettre sur pied Novanviro pour ensuite élargir notre gamme de produits aussi. Comment tu as découvert le bâtiment performant? En fait, c'est venu un peu de fil en fil à travers des recherches, de voir que, OK, c'est bien d'offrir un matériau écologique, ça pourrait être vraiment bon, mais pourquoi offrir un matériau écologique qui serait moins performant? Donc, ma prémisse a toujours été de dire, on peut offrir des solutions qui réduisent l'empreinte environnementale, l'empreinte carbone, mais on va offrir une solution en même temps qui va être plus performante. Donc là, tout ça, ça existait, le béton de chanvre, l'isolation en paille, mais là, c'était tout le temps compliqué à installer, c'était très artisanal. Je me suis dit, il faut avoir quelque chose qui est au niveau de la performance, puis au niveau de commercial, qu'on peut aller chercher une plus grande échelle. Puis là, on s'est dit, ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis oui, ça vaut la peine parce qu'on peut aller chercher des maisons qui sont plus performantes, qui réduisent l'empreinte carbone, puis qui offrent une meilleure qualité de vie, puis plus saine aussi au niveau du bâtiment. Ça apporte un très bon point. En fait, on en discute sur plusieurs podcasts. Il y a une grosse différence, pas une grosse différence, mais il y a une différence entre un bâtiment écologique et un bâtiment performant. D'après toi, c'est quoi tes vues sur ces deux différentes définitions? Puis là, on vient d'en parler. Est-ce que les deux se marient ensemble? Je pense que les deux se marient très bien ensemble, puis on va avoir des bâtiments qui vont être très performants, mais là, on peut utiliser n'importe quel matériau. C'est sûr que je vais vous parler tout au long du podcast peut-être un peu plus de ma spécialité qui est l'enveloppe du bâtiment, puisqu'on retrouve entre notre gyps généralement puis notre revêtement extérieur. C'est là que je suis le meilleur, mais c'est là aussi que une bonne partie de l'énergie de la maison puis de sa structure, on la retrouve. Donc, comment dire, on pourrait avoir une coupe de mur qui va être R50 puis qui va être en uréthane, qui en bout de ligne, ça va quand même être performant, ou R60, 70. Mais après ça, est-ce qu'on est écologique? On ne le sera pas. Mais au niveau de l'énergie consommée du bâtiment, ça va déjà être meilleur. Mais après ça, l'empreinte carbone du bâtiment au total, dans son cycle de vie au complet, ben, on peut y repenser vraiment, puis ça risque d'être plus négatif. Tandis que si on vient choisir les bons matériaux, plus écologiques, on peut avoir une performance qui va être similaire, sinon supérieure, en conservant un pied carré qui va être plus gros aussi au niveau de l'habitation, puis aller chercher une coupe de mur qui va peut-être être R25, R30, mais en choisissant les bons bâtiments qu'on va pouvoir comparer à du R40, 50 aussi. Puis ça, on pourra en reparler un peu plus en démontrant le pourquoi. Parce qu'en Amérique, la première chose, c'est on parle toujours de valeur R, mais je pense qu'on devrait commencer à parler de déphasage thermique. Puis ça, on pourrait y revenir.
C'est un mot qu'on a dit dans les précédents podcasts, mais vas-y donc, tu es dans le sujet. Éclaire-moi donc. Éclaire-nous, dans le fond. La valeur R, là, on va parler de l'épaisseur du produit puis la conductivité thermique du produit. Tandis que le déphasage thermique, on va prendre ces deux facteurs-là, puis on va ajouter la masse thermique puis la densité du produit. Donc, quand on parle d'isolation, la densité du produit puis la masse thermique, c'est deux facteurs ultra importants. Puis, nous, on va prendre en considération ces facteurs-là dans nos isolants. Mais au Québec, en Amérique, il faut uniquement parler de valeur R, on s'entend. On dit une maison de nouveau climat doit avoir un RX. Une municipalité, exemple Val-David, va dire, ben nous, on veut des murs, si je me souviens bien, de R29 au minimum. Mais il faut parler aux acteurs et aux preneurs des décisions. Est-ce que vous prenez en compte uniquement la valeur R ou si on vous démontre qu'avec le déphasage thermique, on a une valeur R qui est supérieure, une valeur R, une isolation qui est supérieure, est-ce que ça serait quelque chose d'intéressant? Je pense qu'on est rendu là. En Europe, on l'utilise beaucoup, mais ici, on manque d'informations, puis les gens ne prennent pas nécessairement assez action aussi dans ce sens-là. Très raison. En fait, tu me fais penser à quelque chose. Il y a un isolant qui s'appelle le polyisocyanate. Lui, par exemple, l'hiver, il perd un certain pourcentage de sa valeur R. Donc ça, techniquement, oui, il y a une bonne valeur R par pouce, mais il y a plus. On peut aller plus loin dans la valeur R d'un produit. Donc, c'est très intéressant que tu nous en parles. Exact. Tu sais, déphasage, en fait, c'est les facteurs qu'on prend en compte, là, mais le déphasage, la définition, c'est le nombre de temps que va prendre la chaleur pour traverser un matériau ou une coupe de mur. Donc, c'est voir comment on peut conserver au mieux possible notre chaleur en hiver dans notre bâtiment, puis comment on peut retarder la chaleur d'entrée au maximum en été avec les chaleurs. Puis, les variations de la valeur R avec l'humidité, le chaud, le froid, comme tu mentionnais, Philippe, mais je pense que ça aussi, il faut le prendre en compte. J'ai pas la donnée exacte, mais avec les tests qu'il a fait, exemple, sur le chanvre, ben le chanvre, en fait, est le matériau qui varie le moins au niveau de la valeur R en fonction des intempéries, chaleur, froid, humidité. Ça se compare comment, mettons, avec de la laine minérale ou de la fibre de verre au niveau du déphasage, le chanvre? Le chanvre, là, j'ai tout le temps la laine de roche en tête, en fait, mais c'est juste la laine de roche elle est quand même proche du chanvre, mais le chanvre est à peu près 1,8 fois plus performant que la laine de roche qui sont plus proches compétiteurs. Donc, la laine de verre, là, moi, je dirais qu'on va être à peu près peut-être à 4 fois plus performant, si c'est pas plus que la laine de verre. Parce que faites juste l'exercice de prendre la laine de verre dans vos mains, puis déjà là, ça va vous piquer, tandis que le chanvre, non. Et de deux, ben, la laine de verre, on peut l'écraser, là, quasiment, on peut venir toucher nos deux mains ensemble avec presque n'importe quelle épaisseur. Si on ferait ça avec le chanvre, ça ne fonctionnerait pas. Le chanvre est beaucoup plus dense. On serait un 5,5 pouces, on n'est pas capable de venir toucher nos mains, puis 3,5 pouces non plus. Là. Je comprends. OK. Mais en déphasage, en termes de temps, là, fait que, mettons, la laine mettons, on va y aller avec la laine de roche, là. Fait que, mettons, pour une chaleur égale, là, qui prend moins de temps? Le chanvre? Le chanvre. Le chanvre va être 1,8 fois plus performant. 1,8 fois. Hey, c'est presque 2 fois plus, c'est important. Exact. Puis la fibre de bois, le panneau de fibre de bois, qui est beaucoup plus dense, lui, va être à peu près 4 fois plus performant que la laine de roche. Puis, je sais qu'en mécanique pure, là, tu vas avoir un ratio de poids versus résistance mécanique. Là. C'est comme le titane, si je me souviens bien, c'est celui qui a la meilleure résistance pour un poids donné. Y a-t-il ce genre de comparable-là dans les matériaux isolants qui vont mettre en relation l'isolation, le facteur R, et le délai, le déphasage? Est-ce qu'on a un indice? Oui. Ben, il y a un indice, puis on pourrait sortir la fiche technique ou la démontrer aussi, là, peut-être à la fin du podcast, là, pour vraiment montrer c'est quoi tous les aspects précis de technicalité aussi là-dessus. C'est pas quelque chose que je me souviens toujours par cœur, puis à la place de dire un peu n'importe quoi, j'aime mieux faire attention. Là. Ben, c'est parfait, mais tu vois, je remarque qu'il y a souvent ça dans plusieurs produits. Ben, c'est un peu le but du podcast. C'est ça, c'est d'évangéliser, puis de, pas tant d'évangéliser, oui, là, mais de démocratiser, en fait, l'accès à ça. Je vais parler, mettons, dans notre domaine en mécanique du bâtiment, là, les échangeurs d'air. Il y a tous les produits qu'on vend, on va avoir ça, mais l'échangeur d'air, les gens vont le comparer avec des CFM. OK? C'est vrai, mais après ça, le genre de moteur que tu mets dedans
a une énorme incidence avec mettons, je recommence ma phrase. Quand tu mets des conduits dessus, tu vas mettre beaucoup de résistance. Fait que le type de moteur va avoir une incidence sur le nombre de CFM réel que tu vas avoir. Fait que tu ne peux pas juste comparer des échangeurs d'air avec des CFM. Tu vas regarder le graphique, tu regardes telle résistance équivalente en pression statique, etc. Tu as la même chose dans les matériaux que tu viens de parler. Il y a ça dans les fenêtres aussi. C'est beau avoir une valeur U élevée, mais tu vas avoir aussi un solar heat gain coefficient aussi pour l'hiver. Il y a toujours plus qu'un facteur à regarder pour comparer. C'est trop facile de dire air pour air. Ouais, attends, là. Il y a d'autres choses qui existent. Mais c'est éclairant, je trouve ça le fun, Nicolas. Exact, non, je suis entièrement d'accord. Puis on devrait en parler plus aussi avec toutes tes connaissances en aspect de mécanique du bâtiment, système de ventilation. Les gens nous posent beaucoup la question parce qu'on vend aussi, puis on offre des produits. Nous, notre enveloppe de mur complète, on l'appelle l'enveloppe Gore-Tex. Le but, c'est justement d'avoir un transfert de vapeur d'eau, d'humidité pour avoir un meilleur confort global, puis d'être capable aussi de faire des économies d'énergie. Puis, la mécanique du bâtiment avec le système de ventilation, si on a déjà ça, puis on est capable de gérer naturellement la vapeur d'eau d'un bâtiment, on serait peut-être capable de downgrader un peu justement nos équipements mécaniques. Puis, c'est sûr que là, on parle d'humidité, mais le but de la ventilation, c'est aussi de faire des changements d'air, de faire des changements au niveau du CO2 dans la maison. Puis, on a quand même une culture ici au Québec un peu latine. On aime ça faire des bonnes bouffes, recevoir du monde, ça crée beaucoup d'humidité. Mais le système mécanique est quand même essentiel. Mais est-ce qu'on est obligé d'en avoir un aussi performant si on opte pour des technologies Gore-Tex de l'enveloppe avec des matériaux qui sont capables de gérer l'humidité, créer une meilleure isolation? Je pense que c'est des questions à se poser. Puis là, on pourrait continuer à échanger là-dessus peut-être une autre fois pour parler de quel équipement mécanique serait l'idéal pour ce genre d'enveloppe aussi. Là. C'est une excellente question, Nicolas. Pour vrai, ça vaut la peine de s'y pencher. Je ne pourrais pas vraiment répondre en ce moment, mais je n'ai pas analysé tant l'aspect humidité parce que dans le bâtiment performant, l'axe que nous, on prend en tout cas et que souvent dans le bâtiment performant, on va prendre, c'est au niveau de l'étanchéité. Donc, le parallèle que je fais, c'est souvent le sac de plastique. Et je pense pas tant à l'humidité, parce que ça gère bien ça de facto et avec d'autres équipements. Je pense plus à l'aspect oxygène puis renouvellement de l'air. Mais c'est vrai que l'humidité est un enjeu. Je vais me renseigner. C'est un point que je n'avais jamais exploré. Je vais l'explorer. Si je peux me permettre de juste faire une petite aparté là-dessus, c'est que tu me parlais du sac de poubelle. Avant, je disais beaucoup cet aspect-là, justement. On vit dans des maisons que c'est un sac de poubelle étanche, qu'on met des produits chimiques à l'intérieur, puis on respire ça. Mais nous, ce qu'on vient offrir... Pardon? Une bonne puff, là. Exact. Mais maintenant, l'exemple que je donne, c'est de dire, mettons, on part faire du hiking. Va monter une montagne avec un imperméable sur le dos, puis arrive en haut, ton imperméable, il n'aura pas respiré, tu auras eu chaud, tu auras transpiré, ton corps va créer de la chaleur, ça va créer de l'eau avec l'humidité, puis tu arrives en haut, un peu plus froid, mais tu es inconfortable pour descendre, tu as froid. Tandis que nous, on dit, va faire du hiking avec un manteau technique style Gore-Tex. La vapeur d'eau que tu vas créer, la chaleur que ton corps va créer, ça va permettre, le manteau va justement le faire sortir cette humidité-là. Tu vas arriver en haut de ton hiking, en haut de la montagne, tu vas être complètement sec, tu vas être super confortable. Puis s'il pleut, ton manteau, là, il est quand même imperméable, la pluie va ruisser, il ne va pas rentrer à l'intérieur. Donc nous, c'est ce qu'on vient offrir comme coquille. Puis après ça, on fait juste mettre des bons isolants plus performants à l'intérieur aussi pour qu'on puisse consommer moins d'énergie. C'est un excellent point, en fait. C'est pas très facile à comprendre, mais tu peux être ouvert à la vapeur et ne pas être ouvert à l'air. Ce qui est vraiment le concept des membranes de haute performance, qu'on appelle des fois des membranes intelligentes. Puis c'est aussi le cas pour certains, justement, types d'isolation. Fait que tu veux avoir une enveloppe de bâtiment qui est ouverte à la vapeur, mais qui est fermée à l'air. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment avec des produits de haute performance qu'on peut aller atteindre, puis des produits naturels aussi qui sont faits pour ça, comme tes isolants, ton panneau de fibre de bois, ton panneau de chanvre, c'est toutes des isolations qui vont avoir la capacité d'échanger la vapeur. Quand on compare ça à un isolant un peu plus en
en foam ou que ce soit du polystyrène extrudé ou n'importe quel, ou comme disait tantôt, du polyisocyanate ou de l'uréthane, ça n'a pas la même habilité en termes de transpiration d'humidité. Donc oui, c'est un aspect très important pour la durabilité des bâtiments d'avoir cette habilité de transfert d'humidité à travers l'enveloppe. Je crois que ça, c'est dans tes produits, c'est vraiment un des gros aspects. Je regarde tes isolants sur ton site web, tu as vraiment 3 isolants que tu es en train de vendre. Tu as ton panneau de fibre de bois, tu as tes isolations de chambre, puis tu as ton béton de chambre. Ça, c'est 3 matériaux aussi qui sont très ouverts à la vapeur. Ce que tu pourrais, dans le fond, si tu vraiment, c'est juste ces isolants-là que tu vends, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus des avantages de chacun, disons, chanvre versus panneau fibre de bois, puis donner un peu une description de chaque, mais aussi, ce qui est très important, c'est le prix de chacun. Oui, effectivement. Dans le fond, c'est pas mal, c'est 3 matériaux complémentaires. Et en même temps, il y en a un, le béton de chanvre, qu'on pourrait utiliser là, d'une manière unique, avec uniquement ce matériau-là. Puis le prix du béton de chanvre, là, on pourrait peut-être y revenir ou en discuter, mais c'est qu'il y a tellement de manières de le mettre, puis c'est de choisir justement comment on peut le faire. Mais après, si on prend le chanvre, en fait, on pourrait commencer avec l'isolant en natte de chanvre, en matelas de chanvre. Lui, on va venir le mettre dans l'ossature. Dans le fond, on va dans l'enveloppe du bâtiment, il va rentrer entre nos 2x6, entre nos 2x8. C'est un matériau qui est dense, qui se tient bien. Au niveau de la vapeur d'eau, on en a bien parlé, déphasage thermique également. Donc, il va être juste après, dans le fond, notre frein vapeur dans l'ossature. Puis ensuite, on vient mettre le panneau de fibre de bois à l'extérieur de l'ossature comme isolant intermédiaire. Ce qui remplace un peu, il remplace l'OSB, le plywood, l'isoclad ou tout autre matériau de ce type-là. Puis on va venir... Donc, il y a une résistance structurelle à ce panneau de fibre de bois aussi? Le panneau de fibre de bois n'a pas de résistance structurelle. Donc là, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu sais, nous, on va toujours conseiller, recommander fortement à tout le monde de mettre la windbrace, la barre de contrepoids. Ouais. Puis c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas faire encore des maisons de multiples étages avec ces panneaux-là. OK, puis, OK. Il faut faire attention, tu sais, au Québec, on a quand même un bon panneau qui est offert. Nous, c'est le panneau actuellement Gutex qu'on offre. On avait le Styco, c'est des panneaux européens qui sont faits là-bas. Mais au Québec, on produit le Sono Climat Eco 4, qui dit qu'il est structurel. Je mettrais quand même la windbrace avec ce panneau-là, mais c'est un panneau de fibre de bois qui va être ouvert à la diffusion de vapeur d'eau, donc on peut garder l'aspect Gore-Tex. Sa valeur R, son déphasage thermique est un peu moins performant que nous, ce qu'on offre, mais ça reste quand même une belle option. Alors, tes produits, c'est ceux de Gutex que tu utilises, ta fibre de bois, c'est ça? Exactement. Tu sais, ce qui est drôle, en fait, c'est au Québec, l'isolation. Là, tu sais, on parle d'isolation de fibre de bois, mais la fibre de bois a été quand même très présente au Québec, puis elle a toujours été, tu sais, on appelle ça le fameux test. C'est de la fibre de bois, c'est juste qu'on l'a jamais vraiment vu comme potentiel d'isolant. Mais le marché européen, ils se deviennent fous là, avec la fibre de bois, ils adorent ça, puis c'est un produit excellent, puis je crois qu'au Québec, on a un énorme potentiel, de même avec le chanvre. Donc, tu sais, ces deux produits, tu te positionnes avec deux produits que localement a énormément de potentiel, mais qui sont vraiment pas encore utilisés dans la construction. Fait que, tu sais, pour te donner ici une voix dans ce podcast, là, on veut voir plus de produits comme ça à travers le Québec. Ben, au niveau de la fibre de bois, j'ai vraiment des bonnes nouvelles parce qu'effectivement, aussi, on a beaucoup de clients qui nous disaient, mais on fait venir des matériaux d'Europe, puis l'énergie grise que ça crée, mais en même temps, c'est que à mes clients, ce que je répondais, c'est qu'il faut commencer à faire tourner la roue aussi. Il faut prouver qu'il y a une demande ici en Amérique du Nord pour justement qu'on voit enfin des manufacturiers voir le jour puis offrir le produit ici. Pour donner une idée, il y en avait Styco que j'aimais beaucoup, qui est un produit similaire en France, puis qui a plusieurs usines, mais ont décidé d'arrêter d'exporter en Amérique du Nord parce qu'il y avait tellement une forte demande en Europe depuis la pandémie qu'ils ont dû construire des nouvelles usines. Il fallait qu'ils gardent leur stock pour l'Europe pour répondre à la demande européenne. Maintenant, depuis, je pense que ça fait 2-3 ans quand même que ça a commencé, une nouvelle compagnie aux États-Unis, dans le Maine, qui s'appelle Timber HP,
qui est aussi Oui. dirigé par GoLab. Eux autres vont offrir Oui. ce panneau-là de fibre de bois. Le go-to-market est prévu pour fin 2023, début 2024. Ça va être vraiment intéressant parce que là, enfin, on va avoir une première entreprise de l'Amérique du Nord qui va le produire. Puis ils ont d'autres produits aussi qui s'en viennent qui risquent d'être intéressants à regarder pour notre marché. Là. Fait que là, parlant de marché, là, y a-t-il une opportunité pour des industriels de dire moi, je lance une nouvelle ligne de panneaux de fibre de bois ou de fibre de chanvre? Ben, je pense que présentement, l'opportunité est de faire grossir le marché. OK. Puis, en grossissant le marché, puis en s'assurant qu'on ait après ça quelqu'un qui puisse dire, ben moi, je vais investir comme étant manufacturier, puis justement, le marché est en train d'exploser. Je pense que les deux pourraient se faire simultanément parce que pour faire quand même une usine, il faut la construire, il faut faire le produit, il faut s'assurer que tout est correct, il faut aller chercher les homologations également. Ça reste qu'il y a plusieurs étapes de longue haleine à faire. Mais je pense que oui, l'opportunité est là. Puis ce qu'il faut présentement, c'est des meilleurs investissements dans la distribution, dans le manufacturier pour le faire croître parce que, à mon avis, la plus grosse lacune actuellement, c'est le manque d'information des clients. Puis, si tout le monde commence à s'y connaître, les architectes le connaissent de plus en plus, le proposent, des entrepreneurs aussi, mais il faut que les particuliers le demandent. Puis, ou les entreprises aussi commerciales qui disent « je veux aller vers ce genre d'isolation-là ». Si les gens le demandent puis sont informés, on va avoir une explosion du marché parce qu'actuellement, on dit que à peu près 5,5% environ 5% des maisons se font rénover ou sont construites de manière écologique. Ça, c'était des stats de écohabitation de, là, je pense, 3 ans à peu près. À mon avis, puis le niveau écologique là-dessus, il est comme un peu moins clair. Tu sais, c'est pas nécessairement juste le chanvre. Je pense que la cellulose est incluse là-dedans. La cellulose, ça reste un bon produit relativement écologique, mais c'est peut-être de mieux définir c'est quoi une construction écologique aussi. Puis, si on prend ces stats-là de là, à peu près 3 ans, si je me souviens bien, puis on regarde les stats actuels en France, depuis 2 ans en France, le marché a plus que doublé. Il est passé d'à peu près 5% d'utilisation du chanvre dans les constructions à 11%. Donc, on voit que la tangente s'en vient, c'est pas une mode, puis le marché est tellement gros, on parle de milliards de dollars, puis après ça, si on réduit directement juste aux produits que nous, on distribue, juste au Québec, on parle d'à peu près un marché, le Québec résidentiel, on parle de marché de 107 millions de dollars en 2021. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour le grossir, parce que ce marché-là de 107 millions, il pourrait monter à 345 millions. Bien, j'ai une question pour toi, Nicolas, parce que dans toute innovation, dans tout projet d'innovation, que ce soit du changement de processus, de procédure, que ce soit des nouveaux produits plus ou moins disruptifs, il y a nécessairement toujours une résistance au changement. Dans ton cas, de ce que tu observes dans ces matériaux-là, précisément, parce qu'il y a d'autres choses qu'on va parler plus tard, là, mais dans ces matériaux-là qu'on vient de parler dans les 10 dernières minutes, c'est quoi les principales résistances au changement que tu observes, mettons, chez les architectes ou chez les consommateurs et les constructeurs? En fait, non. Divise ça en 3, s'il te plaît. Architecte, client, puis contracteur. Parfait. C'est quoi la résistance? Ben, on va commencer avec les architectes. J'adore les architectes, puis on peut tellement leur en apprendre encore. Tu sais, juste dire, le déphasage thermique, c'est spécial pour un architecte encore. Ils n'ont pas nécessairement appris ça. Pour eux, c'est juste la résistance au changement pour l'architecte, c'est l'information, de connaître le produit. Puis 2, l'homologation qu'on n'avait pas dans le passé, mais l'homologation du chanvre qui arrive septembre 2023. Là, tout devrait être fait, numéro du CCMC, etc. Donc là, puis même déjà, les architectes, ils le mettent dans leur plan. On en a beaucoup qui le font. Donc, à mon avis, la seule réticence, c'est un peu le CCMC, mais beaucoup l'information sur le produit, parce que quand ils sont informés, ils n'ont pas peur de le mettre dans leur plan. Parfait. Au niveau de l'entrepreneur, c'est sûr que nous, on a une niche d'entrepreneurs qui sont un peu plus ouverts d'esprit, à mon avis, parce qu'on a tous les types. Puis, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans notre niche qui me disent « J'ai juste hâte qu'un client veuille utiliser tes produits, j'ai juste hâte que ça soit dans le plan de l'architecte ou que le propriétaire de la maison me le demande, je veux faire ça. » Parce qu'au niveau de l'installation, de la manipulation, il n'y a pas beaucoup de changements. La seule chose, c'est de la manière qu'on va venir le porter sur le chantier. C'est pas des sacs trappés, ça vient sur palette. Donc là, c'est juste de
d'informer puis de s'assurer que la logistique opérationnelle se passe bien sur le terrain. Puis ça, nous, on est là pour ça aussi, pour s'assurer que ça soit bien fait. Puis, la coupe, en fait, pour un entrepreneur, un menuisier, de couper un panneau isolant en chanvre, si on ne sait pas comment, on risque de sacrer un peu plus parce que c'est une fibre qui est ultra résistante, qui se compare en fait à du Kevlar. On utilisait ça dans les caravelles comme corde. Là, les cordes des caravelles étaient faites en chanvre dans le temps, c'est super résistant. Il faut couper le chanvre avec un outil mécanique, soit un grinder, une cironde, une lame à diamant, ça serait l'idéal aussi pour faire des belles coupes. Fait qu'il faut le savoir, puis encore une fois, nous, on est là pour informer les gens là-dessus. Si on passe au particulier, mais le particulier, sa seule résistance au changement, c'est un peu le coût. Oui. OK. Puis, on en parlait tantôt, tu sais, c'était quoi le coût des panneaux de fil de bois ou du chanvre? Le chanvre, je le compare au niveau de la laine de roche, parce que c'est souvent les gens, ils vont hésiter entre les deux. Mm-hmm. Tout dépendant où est-ce qu'on achète notre laine de roche, on va être entre 5 et 15% plus cher. Ce qui n'est pas si cher. Ce qui n'est pas si cher parce que j'aime faire un peu le niveau macro après qu'on sorte de ça. On prend une construction neuve d'un projet fini. Par exemple, on parle de 500 000 par exemple. Mais si on choisit tous les matériaux de notre enveloppe, on va parler d'une augmentation du budget entre à peu près 1% à 4%. Du projet. Du projet total fini. Comparable avec une laine plus régulière, c'est pas 5 à 15 de ton projet au complet, parce que t'as pas de chambre dans ton comptoir de cuisine. On s'entend. Exactement. Souvent, on va mettre 2-3 000 de plus en bout de ligne, mais ce 2-3 000 de plus-là qu'on va mettre à choisir des bons matériaux pour notre enveloppe du bâtiment, ben on va le récupérer avec les économies d'énergie qu'on a faites en quoi? 2-3 ans qu'on a évalué actuellement? Oui, et je vais sauter sur ce que tu dis. Là, on parlait de déphasage tantôt. Je pense qu'on comprend bien le principe. Mais on l'observe, nous autres, directement en mécanique, là, dans les projets passifs. Je vais te dire passifs, mais tous ceux qui s'inspirent de ça, qui font des projets étanches, etc. Là, c'est un des facteurs les plus obscurs, en fait, à prendre en considération. C'est ton bâtiment va prendre, oui, moins de charge thermique, mais il va en prendre à un moment différent. Parce que, tu sais, ton bâtiment, lui, il va emmagasiner de l'énergie, là. Fait que, tu sais, mettons, si on a un été vraiment intense, comme on a eu il y a 2-3 ans, où c'est très, très chaud, fait que t'es correct au début de l'année, puis là, j'ai un client qui, lui, a vraiment une maison littéralement passive, puis il est rendu au mois d'août, là, et il dit « Hey, je commence à avoir chaud parce que le bâtiment a accumulé énormément d'énergie. » Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération. En même temps, c'est un bâtiment qui est résilient. On peut-tu dire ça, résilient, sur les variations de température? Ben, justement, ta mécanique a moins besoin d'être importante. Parce que tu n'auras pas à... Par le temps que tu sentes la chaleur, mettons, du soleil qui va rentrer, si tu as eu des bons brise-soleil puis des débordements de toit, ben, tu n'auras peut-être pas besoin d'autant de climatisation qu'un autre bâtiment. T'sais. Exact. Tu sais, je pense que ça, c'est tout le temps une manière aussi que les gens perçoivent la vie. En général, là, actuellement, je vais prendre des entrepreneurs qui font des gros quartiers pour le fun. Ils disent... Moi, je construis. Mon but, c'est de construire vite, le plus de maisons possible pour faire le meilleur retour sur investissement. La qualité, après, des matériaux est à discuter. La qualité aussi de l'exécution est probablement à discuter. Donc, c'est maintenant que je veux faire de l'argent puis où je veux en sauver. Mais justement, on voit un peu les deux types dans des propriétaires de maisons. Bon, ben je veux sauver 2000 pièces maintenant sur ma maison. Fait que je vais couper, ça va être facile, je vais couper dans le fond sur ce que je vois pas qui est dans mes murs, dans l'enveloppe, mais je vais me garder des beaux luminaires, je vais me garder un beau comptoir. Tandis que ton enveloppe du bâtiment, là, tu la veux pour 80, 100 ans puis pas y toucher. Ton comptoir, de toute manière, tu risques de refaire peut-être ta cuisine dans 15-20 ans. Puis, ou tu risques de dire, ben, hey, je pourrais mettre l'argent dans mon enveloppe de bâtiment que je touche plus, mais je vais changer mon comptoir pour quelque chose de plus de qualité dans 2-3 ans. Je vais déjà avoir fait le même type d'économie. Je peux le faire, puis c'est pas mal moins onéreux de changer un comptoir, puis pas mal moins long que l'enveloppe. Je vais faire l'avocat du diable en ce moment. Je suis totalement d'accord avec toi en passant, Nicolas, parce qu'on est en discussion avec des gens qui ne parlent pas en ce moment, mais nous entendent. C'est correct, le beau aussi, c'est important, le beau. On achète une maison, souvent comme consommateur, comme client, tu vas acheter une maison, oui, tu achètes la structure, tu achètes l'enveloppe, puis bon, probablement que nos auditeurs connaissent un peu plus l'enveloppe, la part des gens.
Mais la plupart des gens vont juste faire OK, c'est bien isolé, c'est quoi la valeur R? OK, parfait, j'ai des bonnes fenêtres. Ah ouais, c'est le vitrage double, hein? Ça c'est bon, ça. Avec un low E, OK, c'est parfait. Puis OK, ça c'est bon. Maintenant, la cuisine, puis ce qui est à pareil, parce que moi j'achète parce que je veux faire de l'argent plus tard. Fait que c'est important. Le but, je pense qu'il y a une valeur à casser un peu dans l'écologique, là. C'est que t'as pas besoin de. Ça n'a pas besoin d'être laid pour être écologique. Ça n'a pas besoin d'être sacrificiel pour être écologique. 5 à 10 2-3 000 de plus, ton enveloppe, ton bâtiment, tu vas l'avoir, le payback de confort. Tu vas avoir un payback économique qui est dur à évaluer. C'est très dur, tu vas l'avoir. Est-ce que tu peux payer un comptoir en quartz au lieu d'en granit? Peut-être. Tu sais, peux-tu y aller avec un armoire de cuisine qui totale, au lieu d'être 25 000, ça va te coûter 24 000 ta cuisine? Probablement que oui. Elle a la nuance, en fait. Mais je suis totalement d'accord avec toi, comme année, on dit tant pis pour l'enveloppe, tant pis pour les choses qu'on ne voit pas à l'intérieur des murs. D'ailleurs, c'est de là notre podcast, hein, le nom Au-delà des murs. En parlant de ça, en fait, on est arrivé en se disant bon, il y a plus que le mur. Là. Au-delà du mur, qu'est-ce qui se passe? Fait que, oui, totalement d'accord avec toi, mon cher. Exact. Puis là, c'est juste d'avoir la vision long terme puis de dire, ben, sur le long terme, ça va revenir aussi. Puis je suis d'accord que l'important, c'est que les gens, ils prennent la meilleure décision pour eux aussi. Nous, notre objectif, c'est de bien informer les gens pour que le processus décisionnel soit le plus clair puis avec le plus d'informations possible, somme toute. Absolument. Qu'est-ce qu'il y en a pour les marchés, là? On parle du résidentiel beaucoup, puis effectivement, on sait que le bâtiment performant en ce moment au Québec, c'est presque exclusivement. Au niveau, je parle Place Basse ou Net Zero Ready, là, c'est presque exclusivement résidentiel. Oui, il y a du lead commercial depuis longtemps. Mais, mettons, toi, de ton point de vue, là, résidentiel, commercial, institutionnel, industriel, ça a l'air de quoi, ce marché-là, pour toi? Puis aussi par pays, hein? Oui. Canada, États-Unis, tu sais, ça ressemble à quoi? Oui, effectivement. Ben, je vais quand même beaucoup parler du Canada, Québec, parce que notre marché principal, là, c'est vraiment le Québec. On va vendre quand même pas mal en Ontario. On a plusieurs clients qui sont dans le BC aussi. Puis là, on essaie de vraiment faire une belle offensive aux États-Unis, pas mal le nord-est, parce qu'au niveau de la situation géographique, c'était avantageux, mais on a des clients qui nous commandaient de la Californie. Là. Donc ça, c'est parce qu'ils veulent, puis l'accessibilité est quand même plutôt difficile. Mais le marché actuellement est vraiment un marché résidentiel pour la simple et unique raison que nous, on n'avait pas de numéro de CCMC au niveau de l'isolant en chanvre. Donc, c'est l'homologation qui permet au contracteur de l'installer. Exactement. Puis au niveau résidentiel, on a quand même des zones, on peut l'installer justement si l'architecte le spécifie, si l'entrepreneur prend un peu la responsabilité sur lui, si le client il veut absolument aussi. Ça peut bien se faire, mais là, justement, le CCMC devrait sortir par Nature Fibre, c'est ce qu'ils nous disent, en septembre 2023. Donc là, le commercial devient un nouveau marché pour nous, puis de pouvoir foncer au niveau industriel aussi, puis institutionnel en même temps. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire davantage. Institutionnel, c'était pas fermé à l'idée parce qu'un architecte va pouvoir spécifier quand même va pouvoir spécifier le produit puis qu'il l'utilise dans un gros projet. Mais c'est quand même rare. T'sais, on a eu des écoles qui étaient intéressées, qui voulaient aller de l'avant. Finalement, ça a pris un peu plus de temps. C'est pas allé de l'avant, mais il y a eu des discussions par rapport à ça. Là. Ouais. Et là, on parlait tantôt de la résistance au changement des trois principaux clients, consommateur, le client en bout de ligne, l'architecte et l'entrepreneur. De ce que je comprends, l'entrepreneur, lui, il va installer ce qu'on lui demande d'installer. Généralement. Puis, tu sais, il est habitué d'installer certaines affaires. Là. Tu parles un peu d'outillage, en guillemets, spécialisé, mais tous les outils que tu as parlé, la plupart des entrepreneurs qui méritent le nom vont l'avoir. Ils vont avoir ces outils-là. Après ça, l'architecte, lui, ben, si on y explique c'est quoi le déphasage, puis il y a une belle valeur, surtout si tu veux avoir du lead, il y a un aspect de cycle de vie qui est important dans tous les bâtiments ultra performants. Là, avec tout ce qu'on parle de... c'est biosourcé, en fait, ça. Panneaux de chanvre et de bois. Donc, je connais moins lead, là, Philippe. Toi, tu es plus lead. Là. C'est hot pour un projet lead d'avoir des choses comme ça, right? Au niveau du cycle de vie, là? Oui, absolument. Tu as des points pour d'où est-ce que les matériaux, justement, sont... D'où viennent la source des matériaux. Ça, tu as des points à aller chercher, là. Encore absolument. Plus local. Si c'est local, oui, il y a une préférence dans le lead pour ça. Puis le chanvre est un puits de carbone aussi. Exact. Puis ça, c'est un point que j'allais apporter. Là. On parle de déphasage thermique, mais toutes tes isolations, ça, on en a déjà parlé, ils ont un carbone intrinsèque hyper bas. Là. En fait, ils n'ont pas de carbone intrinsèque. C'est un
J'oublie toujours le terme, mais c'est un carbon sink. Il absorbe du carbone. C'est ce que je disais, un puits, comment t'as dit ça, Nicolas? Un puits de carbone, en fait, c'est un produit puits de carbone, puis on va être l'empreinte carbone va être négative pour le panneau, la fibre de bois, puis le chanvre. Pour vous donner une idée, le chanvre, là, c'est comme une mauvaise herbe. Là. Ça pousse facilement en 3-4 mois, besoin de pas de pesticides, peu d'eau, puis ça va absorber à peu près 4 fois plus de CO2 qu'un hectare, là, qu'un hectare d'une forêt de feuillus. Fait que c'est excellent pour l'environnement, ça va renouveler les sols aussi, ça va être mieux quasiment de faire pousser du chanvre que de laisser un terrain en jachère. Tout est vraiment bon à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut être capable de dire, on fait pousser du chanvre industriel, mon chanvre va servir à quelque chose, je sais déjà qu'on va pouvoir le vendre, puis je vais pouvoir avoir un marché pour ça, puis c'est de convaincre les agriculteurs. Parce que on parle des matériaux, mais on a le produit fini, mais il faut penser aussi à toute la chaîne, puis des agriculteurs, de la transformation là-dedans. Puis la transformation n'est pas nécessairement évidente aussi. T'sais, on parlait du béton de chanvre, puis on parlait aussi des isolants en fibre de chanvre, mais ça vient de la même plante. Puis en bout de ligne, c'est qu'on a le chanvre industriel, en fait, qui est un long fouet de chanvre, puis qu'on va vraiment vouloir se concentrer au niveau de la tige. Puis l'extérieur de la tige, ça va être la fibre, mais l'intérieur de la fibre, ça va être la chaîne vote. Puis c'est avec ça qu'on va venir faire du béton de chanvre. On pourra en discuter aussi, là, mais c'est avec ça qu'on vient faire la chaîne vote ou la litière animale aussi. Là. Ben, j'avais hâte d'en parler, pas que j'ai hâte de parler de ça, là, mais ça m'intrigue. Je veux juste conclure sur l'histoire de la résistance, parce que là, ce que j'entends, il n'y a plus de raison à partir du mois prochain, là, on est au mois d'août, fait que dans un mois, mettons 2 si ça retarde le CCM, là, que tu parlais. C'est ça, CCM? CCNC. CCNC. Non, CCM, c'est d'autres choses. Donc là, il n'y a plus de raison là, de ne pas... ne plus installer ça, là, c'est de la double négation. Il y a toutes les raisons pour installer ça. On va y aller positivement comme ça. OK, je ne vais pas te lancer une balle courbe, mais je pense avoir hâte de même. Y a-tu des avantages? Y a-tu peut-être pas des désavantages, mais y a-tu des choses à considérer quand on choisit ça? J'adore ta balle courbe parce que straightforward, il n'y a aucun désavantage. Le seul désavantage, c'est un petit peu plus cher, mais encore là, 2023 n'a pas augmenté le prix. Puis la laine de roche, les autres, l'inflation, ça continue à augmenter le prix. Je revois mes calculs du 5% à 15% même. Puis après ça, comme je disais, le petit désavantage, c'est le couper, mais il faut juste être au courant. Ça vient sur palette, OK, on s'organise avec l'entrepreneur. Mais non, somme toute, dès qu'on a l'homologation, let's go, tout le monde. On va de l'avant, on met ça, on va être mieux isolé, on va respirer on va avoir une meilleure qualité de l'air dans l'environnement du bâtiment. Ça va gérer l'humidité. Puis, tu sais, la gestion de l'humidité, on pense que c'est plus confortable. Mais si on fait une rénovation avec une maison en briques de Montréal, centenaire, mais si on vient tout emprisonner l'humidité, le mortier de la brique, il va s'effriter, il va être moins durable. Si on a un carré de bois puis on l'isole avec l'humidité, le carré de bois va finir par pourrir à un moment donné. Mais si on gère cette humidité-là, on garde ces bons matériaux-là, nobles-là, puis on permet une meilleure durabilité des produits déjà existants aussi. Là. Absolument. Fait que dans le fond, l'homologation s'en vient, l'architecte va le spécifier, l'entrepreneur général va installer ce qu'il a installé, le client, il a juste intérêt à avoir ça, le prix n'est pas si différent que ça. Tu veux construire moindrement performant, écologique, on dirait que c'est un incontournable d'y aller avec ça. Il n'y a rien que du positif là-dedans. On peut-tu l'acheter directement chez Novanviro? Oui, exact. En fond, nous, on ne l'offre pas en quincaillerie ou dans des magasins. La manière ça fonctionne, notre site web ou un coup de téléphone, vous nous appelez, vous nous envoyez ce que vous avez besoin, on en discute, on vous fait des suggestions, des recommandations, on vous envoie un devis, vous pouvez venir faire une cueillette à notre entrepôt de Longueuil ou on peut vous le faire livrer aussi. Comme je disais tantôt, on livre partout au Québec, on livre en Californie, on livre aux États-Unis, en Ontario. Ça, c'est pas un problème. Puis les produits sont en stock? Les produits sont en stock, ça non plus, c'est pas un problème. Oui, ça aussi, c'est un bon point. Okay. Ben, c'est sûr que des fois, il y a un gros roulement. Là. Des fois, il y a un gros roulement. Puis ça, on parlait un peu de l'industrie de la construction qui est des fois qui est un peu moins bien organisée. Mais nous, quand on parle avec des entrepreneurs, des clients, on dit essayons de prévoir 2 semaines à l'avance. On est capable de le faire, de prévoir 2 semaines d'avance à la place de dire hey, j'en avais besoin pour hier. Puis finalement, tout le monde dans le processus est rushé.
regarde, prévoyons nos choses tout le monde ensemble. Nous, on s'assure que la commande est prête, ça peut être fait. On peut magasiner un peu plus les prix de transport. On peut s'assurer que la commande est prête à l'entrepôt. Tu as juste besoin de reculer ton trailer, on rentre dedans. C'est juste un peu plus fun. Fait que puis des fois, il y a des gros roulements, c'est volumineux. On est quand même encore une PME qui s'en va en croissance, mais soyons là pour tous travailler ensemble. C'est ce qu'on veut apporter dans l'industrie aussi. Là. C'est quoi ton site web? www.novenviro.com. NOVENVIRO.com. Exactement. Bon, fait qu'on achète des panneaux de chanvre. On n'a pas parlé trop du béton de chanvre, mais on peut certainement acheter l'autre chose qui est super importante, c'est une membrane d'étanchéité. Effectivement. Tu as des belles membranes d'étanchéité. Là, en regardant sur ton site web, il y a quelque chose que... Bon, j'ai peut-être focalisé sur la mauvaise chose, mais maintenant, j'ai lu membrane frein vapeur respirante. Pourquoi frein vapeur et non par vapeur? En fait, c'est assez simple. Par vapeur, c'est qu'on veut pas que la vapeur rentre. Ça va comme être un bouclier de vapeur d'eau. OK. Tandis que nous, on veut la freiner. On veut pas qu'elle rentre directement, mais on veut freiner la vapeur d'eau. Puis, on veut que nos matériaux sont faits pour gérer l'humidité. Donc, on veut que la vapeur rentre dans notre mur, que nos matériaux puissent l'absorber un peu, puis après ça, la faire ressortir à l'extérieur ou la faire rentrer à l'intérieur si la maison devient trop sec. Donc, en fonction c'est des membranes qui sont microporeuses, puis les pores vont s'ouvrir et se fermer en fonction des températures intérieures et extérieures, puis qui vont permettre une meilleure gestion de l'humidité. Ah, c'est brillant. Fait que c'est fonction de la température qui, forcément, il y a un lien avec l'humidité et la température. Là. Exact. C'est intéressant. Fait que là, on a intérêt à acheter tes membranes avec ton chanvre. Exactement. Moi, c'est sûr qu'on peut... Je vais partir d'une autre manière. Vas-y. En fait, tous les matériaux, laine de roche, uréthane, c'est tous des matériaux qui sont pas faits pour gérer l'humidité. Non. Donc, on veut vraiment... c'est pour ça qu'on met un pare-vapeur. On veut pas que l'humidité pénètre, dans le fond, la coupe de mur, parce que sinon, les matériaux vont finir par moisir. Puis, souvent, là, l'humidité va même rentrer par l'extérieur parce que les tapes que les gens utilisent généralement, comme le tuck tape, va se décoller, l'humidité rentre. Somme toute, à long terme, il risque d'avoir des problèmes dans cette coupe de mur-là. Si on installe... Le chanvre pourrait être installé sans membrane hydrovariable, mais il faut s'assurer que tout soit sec. Nous, on vend des produits Nec Plus Ultra, on veut faire les meilleures installations, on veut faire les meilleures recommandations. Donc, l'idéal, c'est toujours, on met le chanvre, on va mettre la membrane frein-vapeur à l'intérieur pour s'assurer que l'humidité puisse au moins sortir du mur, s'il y en a, pour s'assurer d'avoir une coupe de mur qui va être beaucoup plus durable dans le temps. Oui. Puis le chanvre, en fait, beaucoup après ça, nous, on permet de rentrer de l'humidité, mais la laine de roche peut en gérer un peu, la cellulose peut en gérer aussi un peu, mais peuvent moins le faire que la fibre de bois et le chanvre. Puis le chanvre, en fait, en bout de ligne, a moins de chances de développer des fongiques, des champignons. Donc, c'est juste de dire, nous, on met des produits qui peuvent être plus performants, mieux gérer l'humidité, puis rendre ton mur plus performant, plus durable à long terme. Tandis que les autres, dès qu'on a une anomalie, que l'humidité, la laine de verre, c'est une fois que c'est mouillé ou l'humidité, c'est plus bon, on perd toutes les valeurs. Là. T'es fait. Tu as dit un mot intéressant, hygro-variable. Hygro comme dans humidité, puis variable comme dans variable. Variable. Exact. OK. Fait que ça, en fond, c'est une propriété des membranes, puis pas juste des membranes, dans le fond, c'est juste les membranes qui doivent être hygro-variables, il y a d'autres choses. Dans le fond, les matériaux aussi doivent être capables de gérer l'humidité. Là, parce que si le chanvre va être capable d'absorber l'humidité puis de le relâcher par la suite sans développer des fongiques, sans diminuer ses caractéristiques de performance aussi. Donc, les matériaux doivent être comme ça. Parce que si on y va avec de la laine de roche, de la laine plutôt de verre, bien, si on a de l'humidité, elle va s'affaisser, ses caractéristiques, sa valeur air va diminuer. La laine de roche à long terme aussi. La cellulose, même chose. S'il y a de l'humidité dans la cellulose, elle va se condenser un peu plus, elle va s'impacter davantage. Donc là, on peut peut-être avoir des gaps dans des murs ou autres. Donc, c'est de s'assurer que les produits sont complémentaires ensemble aussi. Je comprends. Toi, mettons, là, la structure de mur là, idéale là, avec tes produits, c'est quoi? Mettons, on parle de l'intérieur. On parle de l'intérieur. L'idéal, là, ça serait de mettre un gyps recyclé ou un panneau de fibre de bois avec de la chaux dessus. OK.
Après Oui, ça, c'est bien. Tu vends de la chaux ou en tout cas quelque chose avec la. C'est quoi tu vends avec la chaux? ben dans le fond, nous, on fait affaire avec des partenaires au niveau de la chaux. Là, c'est des peintures à la chaux, des enduits à la chaux, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Exact. On pourrait y revenir, mais Oui, oui, excuse-moi. Fait rendu à des la chaux, bois panneau recyclé, bois. exact. Forense, frein vapeur, une ossature de 2x8, 2x6, chanvre à l'intérieur. Par la suite, on a notre panneau de fibre de bois rigide et avec la barre de contreventement, membrane par pluie, par intempérie à l'extérieur, forense, revêtement. Fait que dans le fond, la chaux, tu fournis, la membrane intérieure, la chanvre, le panneau de bois, puis la membrane extérieure, tu fournis. Exactement. Exact. Tout en stock? Tout en stock. On aime Puis ça. ouais, tout en stock à Longueuil, puis on dit un petit délai de 2 semaines, on s'assure que tout est correct, mais ça va être, c'est encore une fois, avec ce que je vous ai parlé, on va atteindre là, notre panneau de fibre de bois d'1,5 pouce, un 2x6, on va avoir un R25.7, mais avec un déphasage thermique qui est beaucoup plus important, on va avoir à peu près un mur aussi performant que du R35. Oui. Il y a de la complicité entre les produits aussi, c'est ça. Oui. Qu'en est-il de l'étanchéité? Parce que c'est quand même une valeur sacro-sainte là, dans le bâtiment, on va dire au moins passif. Là. Comment ça performe là-dedans? Ça dépend aussi de l'installateur. Exact. Ça, il faut le dire aux clients. On a des Oui. super bonnes membranes haute performantes, mais c'est d'installer tout croche. Ton test d'infiltrométrie, il va peut-être être décevant. Mais généralement, je dirais, nous, on va tout le temps se carrer dans le test d'infiltrométrie en bas de 1 changement à l'heure, plus entre 0.6, 0.85. On va être dans ces eaux-là. Puis ça pourrait descendre peut-être un peu plus bas aussi, mais quand même, je pense que c'est de dire on utilise les bons accessoires. On vient agrafer les membranes au bon endroit où est-ce qu'on va mettre les forenses. Comme ça, on n'a pas non plus d'entrée d'air. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est est-ce qu'on fait tout le temps le test d'infiltrométrie tout de suite quand la maison a été construite? On peut-tu le refaire dans 5 ans aussi? Parce que si on utilise le bon vieux tuck tape fait de solvant qui probablement est déjà décollé après 5 ans, à l'extérieur ou à l'intérieur, on va avoir de belles infiltrations d'air par nos membranes. Ben oui, mais là, parlons de tape, t'en as du tape, hein? C'est exact. On a du tape, puis ça vient compléter toute la qualité de notre mur. C'est quoi la marque que tu représentes? Salola encore. Nos membranes, tous nos accessoires d'étanchéité, c'est avec la marque Salola. Puis ça se compare, là tu as parlé de tuck tape, on va commencer par ça. Ça se compare comment avec le fameux tuck tape? Le tuck tape, là, c'est le tape rouge ou noir, bleu, là. Puis t'as aussi, pour juste rajouter, t'as aussi des scellants, là. Donc ça, comparé à un scellant, comment ça s'appelle, acoustique, là, normal, conventionnel, c'est quoi les différences? Ben, je vais commencer avec le tape, puis je vais passer aux autres par la suite. Nous, le bon vieux tuck tape, là, il est fait en solvant, puis le solvant, avec du solvant, puis ce produit-là vient sécher beaucoup plus rapidement avec la chaleur, le gel, dégel. Je pense pas que ça serait rare qu'après 3, 4, 5 ans, qu'on ait plusieurs bouts de tuck tape ou de n'importe quel ruban qui est fait avec du solvant qui soit décollé. Donc là, on peut avoir de l'air, de l'humidité, des choses qui rentrent dans l'enveloppe. Nous, nos tapes sont faits à base d'acrylique, puis l'acrylique est beaucoup plus résistant dans le temps. Donc, on a beaucoup moins de chances d'avoir des anomalies. Puis juste pour faire comme un petit lien avec ce qu'on disait tantôt, puis nous, s'il y a des anomalies ou de l'humidité qui rentre dans le mur, ben c'est pas grave, parce que nos matériaux sont faits pour le gérer. Puis, ben, c'est pas grave, entre guillemets, mais on a quand même des matériaux qui sont faits pour le gérer. Tandis que si on a de la laine de verre avec des anomalies, de l'humidité qui rentre ou de l'air, ben, ça va pourrir encore plus vite. Oui. Après, avec là, au niveau des tapes, on en a plusieurs sortes. Certains qui s'installent à des plus basses températures, d'autres qui sont transparents pour vraiment s'assurer que nos membranes sont parfaitement collées ensemble et qu'il n'y ait pas de défaut à l'intérieur aussi, des petites vagues. Donc, on va avoir on a à peu près 5 sortes de tapes pour ça. Par la suite, on va aussi avoir des tapes qui sont un peu faites en accordéon, l'aéroforme. C'est dispendieux. Oui, j'ai vu ça. Ça a l'air vraiment intéressant. Ça, c'est pour les percements, en fait, là. C'est celle-là? Exact. Conduit de ventilation, gaine électrique. On va venir, dans le fond, enrouler le tape sur la gaine. Puis après ça, c'est un accordéon qu'on va venir placer autour de dans le fond du mur pour bien le coller. Puis pas avoir plusieurs bouts de tuck tape comme pliés ensemble, finalement, qui vont se décoller. Là. Donc, c'est un tape, c'est super bien.
Oui, parce que c'est une forme un peu bizarroïde à taper, ça. Tu pars d'un cylindre qui traverse une surface plane, là. Il y a une méthode spéciale qui prend du temps, une espèce de chevauchement un peu comme du bardeau, là. Mais ton tape, j'ai trouvé ça intéressant. Là, tu le tapes où? Tu le tapes à l'extérieur et à l'intérieur? Ou juste un des deux? Moi, je pense que l'idéal, c'est de le faire aux deux endroits là, pour s'assurer Oui. de l'étanchéité. Tu sais, c'est des petits détails comme ça qu'en bout de ligne, ils font que l'enveloppe va être encore plus durable dans le temps. Là, puis Tout à fait. c'est Tout à pas. fait. C'est le fun à travailler avec, hein. C'est vraiment le fun. Des bons tapes, là. Oui, des bons matériaux, on en parlait l'autre fois. Là. C'est un autre avantage indirect de Absolument. travailler avec des bons des bâtiments performants, c'est que les matériaux sont le fun à travailler. Ah. Puis il y a l'aérostick. Dans le fond, l'aérostick, c'est un peu comme un scellant acoustique, mais qui est vraiment fait exprès pour les surfaces poreuses. Donc, si on a besoin de coller une membrane sur de la brique, sur de la pierre des champs, sur du OK. bois, sur du béton, mais ça va être beaucoup plus résistant, ça va coller de manière, ça va être là à long terme. Puis, on pourrait venir aussi coller des membranes avec ça. J'ai même des entrepreneurs qui disent juste le petit bout de tape qui dépasse la membrane à l'extérieur, ça crée un gap, ça crée un petit écart. Ben, il veut réduire ça, donc il vient joindre les deux membranes uniquement avec cette colle de surface poreuse-là aussi. Là. Très intéressant. Très, 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 très intéressant. La qualité dans les détails, hein? Oui, mais oui, exactement. Tu sais, on a rencontré le Patrick Rouleau d'Aerial Barrier, qui lui a un produit d'étanchéité. Tous les clients, pas les clients, mais tous les invités qu'on a eus, on a toujours parlé de l'étanchéité, c'est un point fondamental. On parle aujourd'hui de la résistance thermique des murs, on ajoute le déphasage qui est super important. On va rencontrer des gens de fenêtre prochainement. Mais c'est quand même au cœur du bâtiment performant d'avoir de l'étanchéité. Mm-hmm. Tu parlais de chaud tantôt, là, chaud comme dans CHAUX, là, pas la chaleur. Là. C'est quoi ça de la chaux? Mais de la chaux, en fait, là, c'est un peu c'est comme un ciment, c'est une petite pierre qu'on va venir mélanger à d'autres produits qu'on peut faire avec du béton de chanvre ou de la peinture à la chaux aussi. Ben, peut-être que c'est pas tout le monde qui le voit parce qu'il nous écoute, mais en arrière de moi, j'ai un mur qui est Ouais. fait en chaux, justement. Ah ouais! Ben justement, je trouve ça Ici, là, cool. fait que Oui, oui, oui. c'est une finition Puis à en, la chaux. puis en plus, c'est super à la mode. Ah oui, c'est ce que tu disais, fait. C'est vrai, mais c'est vrai. En Europe, ça fait un bon. Ben, en Europe, ils l'utilisent depuis toujours. Là, la Californie, ça s'en vient beaucoup à la mode. Là, ça s'en vient ici au Québec. Ça vient puncher, c'est de faire des petits accents de chaux comme ça, de peinture à la chaux sur des murs. Là, au niveau du design, moi, j'adore ça. Ça crée une texture, ça fait chaleureux. Puis, on peut mettre toutes les couleurs. Ça, nous, on est encore un peu niveau artisanal là-dessus, parce qu'en fait, c'est un métier, hein, la chaux, là. C'est un vieux métier qui est utilisé encore au Moyen-Orient pour des maisons en pierre ou en terre, c'est utilisé. Mais on peut le mettre sur un panneau de fibre de bois, on peut le mettre sur du gyps, puis ça crée une masse thermique, ça respire également. Fait que c'est quelque chose qui, autant au niveau de la performance, peut être intéressant, mais au niveau aussi du look, je trouve que c'est très, très beau. Puis, comme en arrière de moi, c'est un artisan qui l'a fait. On va venir mettre un primaire d'accroche, c'est un ciment naturel de quelques millimètres, là, étant donné que c'est plus pour l'apparence ici, à la truelle. Après ça, on va venir mettre la peinture à la chaux avec les pigments de couleur par-dessus. Puis là, justement, là, comment qu'on le brosse, ça va faire une différence aussi au niveau de la texture. Puis par la suite, il va venir mettre un savon dessus pour venir un peu le sceller, puis qu'on puisse venir le laver au besoin aussi. Ça, c'est la technique artisanale qui est faite un peu partout, mais qui demande beaucoup de temps. Oui. Maintenant, il y a quand même des compagnies aussi qui offrent. Il y a Toki, Pure and Original. Il y en a d'autres aussi qui offrent des produits justement de peinture à la chaux qu'on peut venir mélanger ou qui sont déjà faites aussi. Pure and Original, j'aime bien parce que il y a des do-it-yourself sur leur site web. D'ailleurs, moi, je l'ai utilisé chez moi, là, puis c'est vraiment le fun. C'est un peu plus long, mais c'est vraiment le fun, puis c'est super simple. Exact. Donc ça, c'est un beau fini. Là. Je le recommande. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut juste t'acheter de la peinture à la chaux? Ou ça prend un petit peu de formation? Ben, ça prend un peu de formation. Là. Puis nous, je vous dirais, au niveau de la peinture à la chaux, c'est très artisanal. On a décidé de ne plus l'offrir directement. OK. On va référer des partenaires comme Éco-Innovation, puis Maison en Chanvre là, avec Arcane.
C'est des gens avec qui on travaille, qu'on va leur dire on a besoin de telle quantité, tu peux-tu la produire? Parfait. Ils peuvent même aller l'installer aussi, ils peuvent faire le travail. Parce que puis si quelqu'un veut quelque chose de beaucoup plus simple, on va dire regardez le site web de Pure and Original. Là, on ne distribue pas encore les produits, mais on est en pour parler avec eux. On est en train de voir au niveau de la demande, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on ajoute un produit? On l'évalue, mais on est capable de bien référer les gens qu'ils veulent pour faire des finitions comme ça. Excellent. Écoute, moi, j'ai utilisé ces produits-là dans toutes mes salles de bain, justement pour ses capacités d'absorption d'humidité. Mm-hmm. En fait, il va absorber l'humidité puis il va la relâcher un peu plus par après, mais c'est un bon matériel à avoir dans des salles humides, justement pour toutes ces propriétés-là. Oui. Puis même chose dans les pays chauds et humides, là, avoir la chaux justement sur les constructions en béton de chanvre avec de la chaux, gestion de l'humidité, le confort global de la maison. Il reste la ventilation aussi à regarder, mais c'est tous des bons aspects à mettre de l'avant. Là. Hey, rapidement, on a effleuré une couple de fois là, le béton de chanvre depuis tantôt. Parle-nous-en donc un petit peu. Là. C'est quoi ça, le béton de chanvre? À quoi ça sert? Le béton de chanvre, c'est quand même assez magique, entre guillemets. Là. C'est pas structurel. C'est quoi? C'est pas structurel. Ouais, c'est celle de mes questions. OK, tu n'utilises pas ça comme fondation. Exact. Mais c'est la question qui est la plus posée, que tout le monde se demande. Donc, si on fait une maison en béton de chanvre, c'est pas une fondation. En Europe, il y a eu au niveau de la dalle, ils ont essayé. Je ne le recommanderais pas encore au Québec parce qu'avec le gel-dégel, puis on n'est pas rendu dans les recherches. Mais faire une maison en béton de chanvre, toute la coquille, le toit, les murs, c'est quelque chose qui est faisable. On a besoin d'une charpente massive, puis on vient couler le béton de chanvre dans le fond, les murs. Puis c'est plus long à sécher, mais après ça, on a besoin, c'est un seul matériau qui fait l'enveloppe du bâtiment au complet, puis on vient faire des finitions intérieures et extérieures. Puis on est vraiment super bien au niveau de gestion de l'humidité, masse thermique, valeur, déphasage thermique, etc. C'est pas mal le NEC Plus Ultra. Puis on a juste besoin de Chènevotte, de la chaux et de l'eau. On mélange ça, on est capable de le faire. C'est-tu un produit intérieur fini? Ça peut être le produit intérieur fini, le béton de chanvre? C'est ça que tu es en train de dire? C'est que ça pourrait être la dernière couche? En fait, ça peut être ton mur au complet, puis c'est la dernière couche aussi. OK. Fait que ça pourrait remplacer aussi... Ça remplace aussi ton gyps. Ça remplacerait tout, exactement. Ça pourrait remplacer ça remplace ton gyps, ça remplace tes studs ou charpente massive, tu vas en avoir besoin. Mais ça va remplacer tes membranes, tu n'en aurais pas nécessairement besoin aussi. Puis revêtement extérieur, non, mais il faut quand même faire une petite finition d'enduit pour s'assurer que le mur ne s'effrite pas non plus, oui. etc. Là. Mais ça peut être juste ce matériau-là. Puis au Québec, il y a quand même peut-être une quinzaine de constructions comme ça au Québec par année. Mais où est-ce que je vois vraiment un bel avenir pour le béton de chanvre en Amérique du Nord? C'est plus dans le sud des États-Unis, puis Mexique, des choses comme ça, parce que le temps de séchage est 2 à 3 mois à peu près. Puis, au niveau de la chaleur, de la masse thermique, au niveau des ouragans, de sa solidité, des tremblements de terre, c'est vraiment un bon matériau pour ça aussi. Là. Okay. Pas structurel, mais c'est un bon matériau. Là. Exactement. Puis nous, ce qu'on vient offrir, c'est soit qu'on peut vendre les mélanges déjà faits, les matériaux séparés, des briques également. Puis, ce qu'on veut mettre l'emphase prochainement, c'est des murs préfables en béton de chanvre. Bien, c'était ma prochaine question. J'imagine qu'on peut faire des briques, des tuiles. On peut-tu faire un genre de gyps, un panneau de gyps, mais en béton de chanvre? Ça se ferait-tu, ça? Oui, avec un de nos partenaires, là, Eco-Innovation. Eux autres, ils vont le produire. Nous, on va le distribuer. Petit panneau de fibre de bois comme Tentes de MSL dans ce style-là. On va mettre un enduit béton de chanvre par-dessus de peut-être... On peut varier les épaisseurs aussi. Puis ça peut être ça va remplacer le gyps. Puis on peut mettre ça directement. À quand le LVL en chanvre? Des petits pas JS. Oui, exact. Mais parlant de petits pas, là, on va parler de la Chènevotte, la litière d'animal. Qu'est-ce que c'est, là? Moi, j'en veux. Moi, je suis vendu. On peut l'acheter pour nos animaux? Ben, demain matin, tu peux en acheter pour tes animaux, j'ai aucun trouble. Tu me dis, hey, j'ai besoin de tant de poches de 15 kilos, puis on vous envoie ça. Tant de poches de 15 kilos, je rappelle, c'est à peu près 45-50 livres, mais ouais. Ben, ça se vend comme ça. Enfin, c'est des sacs compressés, mais notre défunte reine Élisabeth utilisait, elle, pour ses chevaux de la litière, dans le fond. Ça l'a dit pour elle-même, je trouvais ça weird. Là, mais pour ses chevaux, là, c'était quand même elle adorait ça.
En fait, cette litière-là est hypoallergène. Ça va repousser les nuisibles aussi. Puis, ça va absorber énormément. Donc, au niveau des animaux qui viennent uriner ou quoi que ce soit, on a besoin de moins changer la litière souvent parce qu'on va juste prendre une scoop de où est-ce qu'il y a eu de l'urine, on ramasse le tout, on le jette ou on le met au compost, mais puis on vient remplacer un peu. Donc, on le change beaucoup moins. Plus dispendieux, oui, mais on a un produit de meilleure qualité également, pas de poussière, fait que c'est vraiment bon là, pour les Je vais l'essayer. Je vais l'essayer de mon chat. Ben, go, on t'organise ça. Yes, sir. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Aussi, Ah. rien que le meilleur pour nos petits chats. Hein? Oui. En fait, ça se vendait en plus en animalerie avant un peu, là, ça l'a arrêté. Puis, tu sais, je te dirais que c'est un marché qu'on regarde, mais on est beaucoup dans la construction, on se concentre beaucoup sur sur ce qu'on fait actuellement, mais c'est quelque chose qu'on évalue avec d'autres partenaires aussi, de refaire un go-to-market dans certaines animaleries pour ce type de produits-là, comme litière animale pour les poules, pour les chats, pour les petits rongeurs, pour les chevaux, go. Oui, poules, il y a de plus en plus de gens qui ont des petits poulaillers là, pour avoir des œufs frais. Là. Fait que ça, c'est parfait pour les poules. Oui, c'est excellent pour les poules. Dernier produit qu'on n'a pas parlé sur ton site web, les récupérateurs d'eau de pluie. Je sais que quand on planifiait le podcast, moi et Jess, on a regardé ça, on était comme, ouais, de quoi on parle de, c'est quoi le contexte? Dans quel contexte est-ce qu'ils sont utilisés? Oui, on va sauver de l'eau. À quel point est-ce que c'est nécessaire? Au Québec, on est dans une abondance d'eau. Aussi, on est dans une abondance d'énergie. Mais pourquoi sauver de l'eau? Puis dans quel contexte est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser ce produit-là? Oui, ben, je pense que justement, aujourd'hui, on est le 17 août 2023. Là. Je pense qu'avant hier, le 15 ou le 16, il y avait un article avec la Ville de Montréal qu'on a des gros problèmes d'eau, puis les infrastructures sont déficientes, puis ça coûterait des milliards de dollars tout refaire ça. Je trouvais ça pile point parce que avec les pluies qu'on a qui sont très intenses, mais nos systèmes pluviaux de beaucoup de villes ont de la misère. Ils ont une affluence d'eau de pluie qui est trop grande pour les infrastructures. Donc ça pourrait être une solution qui serait vraiment excellente d'inciter les gens à installer plus de récupérateurs d'eau de pluie. Ça serait une des premières raisons. Deuxième raison pourquoi les gens veulent ça, c'est généralement aussi parce qu'ils ne sont pas branchés à l'aqueduc. Donc, ils sont directement sur un puits. Puis, on sait aussi l'année dernière, je pense qu'il y avait une couple d'articles sur quelques régions au Québec, dont en Estrie, que la nappe phréatique est de plus en plus loin. On creuse de plus en plus, ça coûte cher se rendre là. Puis après, est-ce que la qualité de l'eau est si bonne que ça aussi? Pas nécessairement. Puis au Québec, on est chanceux, on a une belle qualité de l'eau au niveau pluvial. On n'a pas besoin de filtrer beaucoup. Puis, il y a des gens qui c'est uniquement aussi dans un petit peu un combat environnemental qui disent « Moi, je vais utiliser le plus d'eau de pluie possible pour pas prendre de l'eau. » Puis encore une fois, nos usines de filtration, là, on va quand même filtrer l'eau qu'on boit avec du chlore, avec d'autres produits chimiques. On vient boire ça. Down to Earth avec Zac Efron, ils sont allés à Paris pour regarder aussi comment ils géraient l'eau là-bas. Mais justement, ils ont des méthodes complètement différentes et non chimiques d'améliorer la qualité de l'eau. C'est de voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, ceci étant dit, si on veut récupérer l'eau de pluie, parce qu'on n'est pas branché sur l'aqueduc, parce qu'on a une conscience environnementale, parce qu'on veut réduire l'impact des pluies fluviales, on peut le faire dans n'importe quelle maison. Ça a déjà été installé dans des triplex, quadruplex à Montréal. Au niveau institutionnel, ça se fait aussi dans les stationnements souterrains. Puis, le plus facile, c'est sûr, maison unifamiliale, chalet. On vient creuser un trou, en fait, qui est à peu près la grosseur pour les 3000 litres. Là, c'est à peu près la grosseur d'un petit SUV, là, un CX-5, qu'on va enfouir sous terre. Puis, on va venir récolter, en fait, l'eau de pluie du bâtiment par les gouttières qui va descendre au réservoir en étant filtré. Puis, par la suite, on va avoir le réservoir qui va être branché sur une pompe mécanique à l'intérieur, dans la salle mécanique. Puis, on va pomper l'eau vers les toilettes, laveuses, vers le lave-vaisselle. Enfin, tout ce qui est un peu qu'on peut utiliser comme non potable. Puis, si on veut l'utiliser comme eau potable, ce qui se fait, on a des clients qui l'ont fait, il s'agit de demander une dérogation au ministère et à la ville. Puis là, on s'installe un système de filtration au UV, osmose inversée, un système supplémentaire pour venir l'utiliser pour nos douches, lavabos, etc. Hey, c'est vraiment intéressant. Est-ce que... OK, là, tu parlais de 3000 litres. Y a-tu différents formats?
Ben, au niveau résidentiel, on va parler 3 000, 5 000, 7 000 litres. OK. Fait qu'on vient évaluer la superficie de la toiture, la région du bâtiment, voir aussi la quantité d'eau qui tombe annuellement à cet endroit-là, puis le nombre de personnes également qui vivent dans la maison avec l'utilisation désirée, parce qu'on peut aussi arroser le jardin avec ça, laver les autos, pelouses, etc. Mettons qu'on construit un 6-plex ou un 8-plex, là. As-tu un réservoir d'eau pour un format comme ça? Il y a des réservoirs qui vont jusque pour des produits agricoles, en fait, là, pour les terrains agricoles. Fait que ça, c'est pas un problème, là. Allons-y avec la grosseur qu'il faut, puis on va trouver la solution, là. Combien à peu près qu'on peut budgéter pour un réservoir de même, là? Mais je dirais que nous, on est plus spécialisé au niveau résidentiel, là. Réservoir plus installation, là, on va parler d'un 10 à 12 000 $ pour un 3 000, 5 000 litres, là. Moi, ça inclut l'appel, là. Ça inclut l'excavation puis le remblai, là. Exact. Tu sais, c'est à peu près 50-50 les prix, là, 5-6 000 le réservoir avec la pompe, etc., puis un autre 5-6 000 faire l'installation. C'est intéressant parce que, tu vois, là, dans certaines villes, il y a un moratoire actuellement pour justement en lien avec l'eau, en lien avec des infrastructures, en lien avec la densification, justement, des zones urbaines en ce moment. Et il y a des périmètres qui existent qui disent, ben, regarde, au-delà de ça, oublie ça, là, tu ne construis pas pendant les 5 prochaines années parce que le système, il est juste pas capable de subvenir. Mais tu arrives avec une solution comme ça, une solution de, justement, de gestion des eaux. En plus, tu me dis que tu es capable de prendre, de rendre ça dans un système d'osmose inversée ou en tout cas un système de filtration pour rendre ça potable. Écoute, on approche de l'autosuffisance, là, tu sais. Bref, on veut bâtir un bâtiment performant écologique, tu as vraiment des bons produits, là. Ben, je pense qu'on est la référence quasiment en Amérique du Nord actuellement pour ça, là. Tu veux le but aussi, c'est de rendre ça facile. On va offrir quelques solutions pour ne pas perdre tout le monde, mais on a les meilleures solutions qu'on considère les plus performantes, les plus accessibles. Puis on construit une maison écologique, autosuffisante ou juste performante aussi, là. Oui, absolument. Fait que dans le fond, on a parlé de quoi là, aujourd'hui? Là, parce que là, mon cerveau, il est plein de nouvelles informations. C'est le fun. On a parlé beaucoup de chanvre. Oui. On a parlé du béton de chanvre qui n'est pas structurel, mais tu peux faire bien des choses avec ça. On a parlé des membranes hygro-variables. On a parlé de litière, ça c'était bien le fun, de réservoirs d'eau et des tapes. Et tu as un tape aussi là, qui est vraiment pertinent, là, moi je ne l'avais jamais vu avant, là, qui est pour bien sceller les percements en fait, des enveloppes qui sont définitivement un enjeu pour le bâtiment performant. Et les produits que tu vends, là, c'est des puits de carbone. Bref, LEED, tu dois être bon dans LEED, là, dans le fond, LEED doit t'aimer. Ben, LEED même quand même, Passivhaus aussi, mais je dirais que la majorité de nos clients, ils veulent pas la certification. Ils veulent une maison performante, une bonne qualité de l'air, mais ils se disent, est-ce que je vais vraiment tout faire le processus de me rendre LEED ou Passivhaus? Ben, 95-10% de nos clients, c'est pas leur intention, mais ils savent qu'ils ont une maison bioclimatique, passive, etc. Puis, tu sais, LEED, il faut mettre des bémols. Tu sais, LEED, c'est éco-énergétique. Nous, on va être vraiment écologique performant. Oui, c'est un autre aspect, ça, tout à fait. Novanviro, c'est www.novenviro.com. Attends, je pense qu'il faut que je leur prenne NOVENVIRO.com. Tu vois, épeler de la misère. Novanviro. Novanviro.com, tes produits sont en stock pour la plupart. Hey, c'était vraiment intéressant aujourd'hui, Nicolas, parler avec toi. J'espère qu'on va se recroiser. En fait, c'est presque certain qu'on va se recroiser. De toute façon, j'ai besoin d'une litière pour Charlie, mon chat. Cool! Merci beaucoup, Nicolas. Ça me fait plaisir. Yes, merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cet autre podcast Au-delà des murs. Merci Philippe et merci à notre invité. Rendez-vous sur notre site web addm.ca pour plus d'informations sur l'invité du jour. Réécoutez tous les podcasts sur Spotify, iTunes ou même YouTube et abonnez-vous pour ne rien manquer. Commentez les podcasts, faites-nous part de vos suggestions et échangez directement avec nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram ou envoyez-nous tout simplement un courriel à info@addm.ca. Pour tous vos besoins de rénovation de bâtiments ultra performants Net Zero Ready, contactez Philippe et son équipe via Retrofit, RETROFIT, construction.ca. Pour la ventilation, le chauffage et la
climatisation de votre projet d'inspiration Passive House, rendez-vous sur la boutique en ligne de Boursier, BOURCIER, ventilation.com pour contacter notre équipe. Merci encore une fois et à la prochaine!